On est en train de mener l'agriculture comme on a mené les réserves de pétrole. C'est-à-dire, pour garder les marchés et garder la tension des marchés, on augmente de 30% les réserves de pétrole qui n'existent pas. On est en train de faire la même chose pour les terres arables. On est en train de nous expliquer partout qu'on a des terres arables absolument dans tous les coins du monde, et en particulier dans les tropiques. Alors moi, je m'inscris en faux là-dessus, parce que lorsqu'il y a eu des études sérieuses de la FAO dans les années 50 par des vrais scientifiques, on a montré que ces terres étaient limitées. Tout ce que j'ai entrepris depuis 40 ans à travers le monde m'a montré que la FAO avait raison et que les terres étaient limitées. On ne peut pas donc, étendre les cultures sur toute la surface de la Terre. D'abord, ce serait, si on voulait couvrir de sillons la Terre entière, ce serait un malheur et l'homme n'y survivrait pas comme la plupart des êtres vivants, et on reviendrait à un monde qu'avec des bactéries. Non, il faut être lucide, il faut revenir à la réserve scientifique et se dire ce qu'on a est limité et on doit faire avec. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que concernant les terres arables, on en met régulièrement, on met des centaines de millions d'hectares en culture, mais on en perd un tiers de plus que ce que l'on met en culture. Ça veut dire qu'on dégrade davantage les terres qu'on ne les utilise. Et comme il y a une limite à ces terres, on se dirige, et on y aboutira si on ne fait rien, à une impasse. Il est donc temps, 1, d'arrêter l'effusion des terres arables, et 2, de reconcevoir l'agriculture en fonction de ses capacités, de cette ressource. Parce que dans la terre, il y a l'eau, la biodiversité et le minéral. On marche sur le sol et donc on ne voit pas ce qu'il y a sous nos pieds. Et quand on ne voit pas quelque chose, on n'a aucune considération pour elle. Et c'est une habitude humaine, malheureuse, mais heureusement, ce n'est pas l'habitude des gens qui vivent sur la Terre et qui connaissent bien leur terre. L'ennui, c'est que la plupart des gens qui les conseillent ne leur demandent pas de regarder de quoi est faite la Terre. On leur dit, tiens, rajoute un peu de sel, rajoute un peu de poivre, rajoute un peu d'eau, et tu verras, tu vas avoir de bons aliments. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. La ressource est finie, parce que la Terre est une ressource vivante. Et si on tue un de ces paramètres, par chaîne, on tue les autres paramètres. Donc on arrivera à avoir un sol stérile, qu'on tiendra en vie comme on tient des malades en coma artificiel. Si c'est ça qu'on veut pour nos sols, on va à la catastrophe. Donc il faut ausculter le sol et le garder en état de vie constante, et c'est comme ça qu'on aura de la bonne production. Et si on ne peut pas avoir un rendement supérieur à ce que le sol peut donner, eh bien, il faudra s'en contenter. Et il faudra faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire très clairement qu'on ne peut pas à la fois garder le milieu écologique, la ressource, dans son intégralité, et en même temps augmenter les rendements. Voilà. L'intensification écologique, je ne sais pas ce que c'est. C'est un pléonasme. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ce sont des mots bien choisis, qui sonnent bien, et comme souvent, des mots font un long bout de chemin jusqu'à ce qu'on voit, qui nous conduisent à une impasse. Alors il y a dans le système moderne des avancées technologiques importantes. Par exemple, un silo métallique est nécessaire et diminue les pertes pendant le stockage. Mais quand vous faites des cultures en terrasse, qui sont des très belles cultures, parce qu'elles évitent l'érosion, vous ne pouvez pas mettre des engins mécanisés dessus. Donc vous avez des cultures traditionnelles à faire. Sinon, si vous mettez des engins mécanisés et de l'irrigation, c'est la colline entière qui ravage le village à la première grande pluie. Donc il faut tenir à la fois compte des terrains eux-mêmes, de ce qu'ils peuvent donner,
de regarder comment les hommes, à travers les siècles, se sont adaptés à ces terrains, pouvoir les aider sans détruire ces terrains, ça me semble capital. Voilà. Mais vouloir prendre un modèle donné qui a réussi en Europe et l'appliquer à l'Afrique, par exemple, serait meurtrier. D'ailleurs, les Brésiliens, qui sont en train de réussir, font des cultures très choisies sur du non-labour, sur du non-pesticide, mais ils emploient, à l'inverse, des plantes technologiquement améliorées. Et ça, je crois qu'il faut le faire, parce que le progrès dans la plante, comme le progrès dans l'homme qui a évolué, hein, où son cerveau est devenu plus grand pour mieux penser, il y a des plantes qui sont des organismes vivants qui peuvent à ce moment-là avoir dans leur génome des fonctions stimulées qui leur permettraient de mieux résister au sol salé, de mieux résister à la sécheresse, de pomper moins d'eau, etc., etc. Et là, en plus, on pourrait gagner des terres arables. Qu'est-ce qui a marginalisé le paysan et qu'est-ce qui essaie de marginaliser le scientifique? C'est le coin qu'on enfonce à la fois par les marchés, par les mauvaises pratiques, par les croyances. Si on veut vendre un produit et qu'un scientifique vous dit qu'il ne faut pas le vendre, on fera taire le scientifique. Et on dira aux paysans, fais pas attention, prends-le. Et petit à petit, on isole à deux extrêmes le paysan et le scientifique. Donc il me semble excessivement important d'éduquer davantage le paysan de façon continue à toutes les techniques. Voilà. Et de façon scientifique. On ne veut pas en faire des Einstein, pas du tout. Mais il faut qu'ils comprennent la modernité de la science et des technologies que cette science produit au fur et à mesure. Et donc ça va leur enlever cet accrochement qu'ils ont aux méthodes ancestrales et qu'ils ne veulent pas quitter parce qu'ils n'osent pas prendre un risque. Et il faut que le scientifique, dont la vie est de prendre des risques, leur dise, voilà, là, voilà quels sont les risques et voilà quels vont être les coûts de votre agriculteur. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, on peut avoir une cohésion mieux organisée entre le scientifique et le paysan. J'ai un ami sociologue qui m'expliquait que quand aux États-Unis, dans une école, on demande aux gosses de dessiner un poulet, ils dessinent une barquette avec son emballage. Voilà, ça c'est exactement cette coupure qu'il y a. Il faut à la fois que le scientifique comprenne l'état d'esprit du paysan, parce que pour l'instant on désole la fonction paysanne, on lui fait porter tous les maux, c'est une catastrophe. Et ces gens sont bien malheureux, bien malheureux. Et d'un autre côté, le scientifique qui est resté dans sa tour d'ivoire doit prendre pied dans la société. Donc il est obligé de comprendre ce que fait, ce qui se passe dans la société, et il ne pourra plus faire n'importe quoi. Alors je ne dis pas dans ses découvertes, mais dans les applications morales de ces découvertes. Et ça, c'est une dimension que tous les scientifiques n'ont pas encore, et c'est par ce biais qu'on peut joindre les deux.